Bonjour mes amis, et ravi de vous retrouver. Que se passe-t-il en Europe? Comment font-ils face ou réagissent-ils à la guerre en Ukraine? Eh bien, depuis que la Hongrie a opéré ce grand changement, je parle du parti de Magyar qui a été élu à la place du parti d'Orban, le parti pro-russe d'Orban. Désormais, la Hongrie n'a pas bloqué le 20e paquet de sanctions de l'Union européenne, ni le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Ces deux mesures ont été adoptées en fin de semaine dernière, ce qui est très douloureux pour la Russie, mais aussi pour la Chine. Parce que sans la Chine, la Russie ne pourrait pas mener cette guerre. Les munitions de drones, la fibre optique, les vêtements, l'équipement, tout vient de Chine. Donc l'Union européenne a en fait, pour la première fois, sanctionné des entreprises chinoises dans ce 20e paquet de sanctions. Et maintenant, la Chine est furieuse. La Chine exige que ces entreprises soient retirées du 20e paquet de sanctions de l'Union européenne et a déjà émis une forte protestation. Pour la première fois, des entités chinoises ont été visées, impliquées dans la fourniture à la Russie de biens à double usage et de composants pour l'industrie militaire. Pékin a qualifié cela de rupture de confiance et de violation des accords avec l'Union européenne. C'est drôle de voir comment Pékin finance et facilite la guerre en Europe. Et puis, quand l'Europe sanctionne les entreprises de Pékin, les entreprises chinoises, ils appelaient ça une rupture de confiance. Je trouve ça amusant. Je dis qu'on les a sanctionnés à fond. Quoi d'autre se passe en Europe? Eh bien, en lien avec ce même paquet de sanctions, je vous présente Donald Tusk, le Premier ministre de la Pologne. La Pologne, la nouvelle étoile montante de l'économie européenne, car elle a désormais une économie de plus d'1 billion, et sur le plan militaire, parce qu'elle est la future puissance militaire de l'Europe. Voici Donald Tusk qui nous explique ce qui s'est passé après qu'Orban ait été évincé lors des élections. Hier, on pouvait ressentir un immense soulagement parmi les dirigeants, car c'était la première fois depuis des années qu'il n'y avait pas de Russes dans la salle. C'est tellement étrange. Les dirigeants européens se sont réunis, et il y avait bien sûr la Hongrie, qui fait partie de l'Union européenne, ainsi que le ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó. Et ils parlaient directement avec Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, depuis des années. Nous avons les textes, les emails, nous avons même des messages vocaux. C'est mauvais. Il tenait Lavrov informé exactement de ce qui se passait dans les conseils de l'Union européenne où les dirigeants discutent, ce qui est censé rester privé, surtout vis-à-vis de l'ennemi. La Russie est l'ennemi. Donc pour la première fois, lorsque le gouvernement d'Orban a maintenant perdu le mandat à cause des élections, il n'y avait plus de Russes dans la salle. Lavrov partit. Il ne peut plus écouter. Et dès que Donald Tusk dit cela, regardez ce qui se passe. Attendez un peu. Et qui est ce type? C'est Robert Fico, le Premier ministre slovaque. Il est l'autre cheval de Troie en Europe à côté de la Hongrie. La Hongrie maintenant totalement pro-Union européenne. Hurrah, vive la Hongrie. Mais Fico dirige toujours la Slovaquie et il est la marionnette de Poutine. Donc oui, pas de Russes dans la salle. Et dès qu'il dit ça, Fico entre. Regardez ce type. Ouais, retourne à Moscou, Fico. Quoi d'autre se passe en Europe? Eh bien, une étape majeure. L'Allemagne peut désormais produire plus de munitions par an que les États-Unis. Je dois vous lire ce que ça signifie vraiment, parce qu'en réalité, ils ne le peuvent pas. Mais on ne parle que d'obus d'artillerie d'un calibre spécifique. Depuis 2022, la capacité de production annuelle est passée de 70 000 à 1,1 million d'obus d'artillerie. Tu vois, dans cette spécificité, ils produisent aux États-Unis. Les États-Unis produisent actuellement environ 600 à 700 000 obus d'artillerie par an. L'Allemagne en produit 1,1 million. Donc oui, c'est excellent. C'est une grosse tape dans le dos pour les Allemands, qui se sont réveillés très lentement. Mais maintenant que Rheinmetall est en pleine activité, en mode guerre totale, ils installent en fait des usines dans de nombreux pays différents. On parle de l'Ukraine, de la Pologne et de beaucoup d'autres pays. L'Allemagne produit également de 800 000 à maintenant plus de 4 millions de munitions de calibre moyen, c'est-à-dire des munitions pour armes légères, et 600 camions militaires en 2022. Maintenant, c'est 4 500. Donc l'augmentation dans certains domaines a été multipliée par plus de 10, ce qui signifie, oui, l'Allemagne est un géant industriel, l'Allemagne. Et l'Union européenne, en général, est un géant industriel. Et nous passons lentement à une économie de guerre. La Russie ne sait pas avec quoi elle joue. Ils disent que l'Ukraine joue avec le feu. La Russie joue avec le feu.
L'Europe gagnera chaque guerre si elle mobilise son économie. Si elle ne le fait pas, elle perd. Si elle le fait, elle gagne. C'est une sorte de mathématique simple. Regardez ça, mes amis. Ceci est la carte topographique de Google Maps. Vous pouvez donc voir les montagnes et les vallées. Voici les villes russes de Tcheliabinsk et d'Iekaterinbourg. Si je dézoome, vous voyez qu'elles sont à la lisière d'une immense chaîne de montagnes, qui est l'Oural. Historiquement, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, cette région a toujours servi de profondeur stratégique pour les usines et la production. C'est cette zone sûre où les bombardiers nazis ne pouvaient ni pas atteindre. Toutes les usines ont été déplacées derrière l'Oural. Par exemple, Yekaterinbourg et Tcheliabinsk. Pourquoi est-ce si important ? Eh bien, c'est à 1800 km de l'Ukraine, qui se trouve juste ici. La principale faiblesse et force de la Russie, c'est son vaste territoire. Cette profondeur stratégique a servi à Staline durant la Seconde Guerre mondiale et déjà lors de la Première Guerre mondiale. Mais maintenant, des drones ukrainiens ont été filmés survolant Tcheliabinsk et Yekaterinbourg à 1700 km de l'Ukraine. Pour la première fois dans l'histoire, on retire à la Russie son atout majeur, la profondeur stratégique. Napoléon a marché jusqu'à Moscou, mais à quel prix ? Il a perdu son armée. Hitler a failli marcher jusqu'à Moscou. À quel prix ? Les Ukrainiens n'ont pas besoin de marcher jusqu'à Moscou. Ils envoient leurs drones. Ils ont survolé les montagnes de l'Oural. L'apparition inédite de drones ukrainiens au-dessus de l'Oural a laissé la Russie désemparée, tentant d'expliquer l'impuissance de sa défense aérienne. Les théoriciens du complot russe affirment que les drones sont en réalité pilotés depuis le Kazakhstan. Vous pouvez voir le drone, il a été filmé à Tcheliabinsk. Je viens de vous montrer au-dessus de l'Oural. Le drone est un Firepoint version 2. Vous pouvez le voir grâce à la queue distincte. Attendez un instant, nous allons le voir. Oui, vous pouvez voir la queue juste ici. Et voici Yekaterinbourg, où l'un des drones s'est écrasé contre un immeuble résidentiel. Il n'y a pas de blessés, pas de victimes. Mais le fait que le drone soit arrivé jusqu'ici est un énorme choc psychologique pour toute la machine de guerre russe, puisqu'ils sont censés être en sécurité au cœur de la Russie. Cela a toujours été le cas. C'était le récit. Plus maintenant. Pas avec l'Ukraine. Ils n'ont jamais eu un ennemi comme l'Ukraine. Écrivant sur sa chaîne Telegram Ramsey, le généraliste russe Vladislav Chourygin dit « Et je vais vous lire ce qu'il pense car il ne peut pas croire que ces drones viennent d'Ukraine ». Je vais répondre à toutes les questions sur la façon dont les drones ukrainiens ont atteint Tcheliabinsk, à 1800 km de la frontière ukrainienne, très brièvement, et probablement pour la 100e fois. Leur portée est une conséquence de la modernisation constante des capacités d'attaque aérienne de l'ennemi. Au cours des 3 dernières années, les drones ukrainiens ont augmenté leur portée de 700 à 1800 km et potentiellement jusqu'à 2500 km. Ces technologies sont désormais disponibles pour les pays de l'OTAN. Le principal problème pour les forces armées ukrainiennes n'est pas tant la portée que la précision à de telles distances. Mais le complexe militaro-industriel occidental collectif travaille constamment sur ce point. Il poursuit donc en disant que ce n'est pas l'Ukraine, c'est toute l'OTAN. Flash info, c'est bien l'Ukraine. FB2, le drone 5.2, est produit en Ukraine, conçu en Ukraine et est composé principalement de pièces ukrainiennes. Pas toutes, bien sûr. Il y a quelques pièces occidentales et aussi des pièces chinoises, mais il ne s'agit pas de la défense collective de l'OTAN, seulement de l'Ukraine. Et ensuite, il explique que ce drone vient du Kazakhstan. Regardez où se trouve Tcheliabinsk, près de la frontière nord du Kazakhstan. Alors que l'Ukraine est à 1800 km de là, bien sûr, l'Ukraine a envoyé des opérateurs au Kazakhstan, un pays ami de la Russie, y a installé des bases et a frappé la Russie. C'est ce qu'ils ont fait. Pas depuis l'Ukraine, parce qu'ils ne pouvaient pas faire voler un drone sur 1800 km en territoire ennemi. Eh bien, scoop, les blogueurs militaires russes y sont délirants. Ils refusent d'admettre que les Ukrainiens en sont capables. Ils l'ont prouvé à maintes reprises. Mais j'adore voir comment ces leaders d'opinion en Russie, ils n'arrivent tout simplement pas à l'accepter. Ils refusent d'admettre que les drones viennent d'Ukraine ou y soient fabriqués sans l'OTAN. Pour eux, il faut forcément que ce soit, vous savez, des opérateurs ukrainiens au Kazakhstan ou l'aide de l'OTAN qui a permis que cela arrive. Eh bien, je vous présente le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, le commandant en chef, le général Alexandre Syrsky. Il a déclaré que la Russie connaît un déficit de missiles de défense aérienne en raison des frappes ukrainiennes contre les infrastructures militaires. Cette carence affaiblit la capacité de la Russie à intercepter les drones et à dissuader les attaques. Et cela nous amène au sujet suivant,
qui est une attaque contre l'une des plus grandes raffineries de pétrole russe, très proche de Moscou en fait, au nord-est de Moscou. Donc les drones ukrainiens ont dû survoler soit un côté, soit l'autre de la ville de Moscou pour atteindre cette raffinerie. Je parle bien sûr de la raffinerie de Yaroslavl, le 26 avril. Et nous avons une vidéo très claire d'un missile de la défense aérienne russe qui tente réellement d'abattre un des drones. Regardons cette vidéo. Vous voyez ? C'est un missile de défense aérienne russe, juste ici. C'est exactement le même missile dont il manque. L'Ukraine a frappé délibérément. Oh, regardez ça, des centres de production pour ce missile. Puisque chaque missile a besoin, vous savez, de munitions, de carburant, de coques, d'électronique, tout cela provient de différentes usines que l'Ukraine a ciblées une par une. Donc voici une vidéo de compilation de cette frappe en profondeur. C'est à environ 700-780 km. Les drones sont partis d'Ukraine, ont volé à côté de la ville de Moscou, l'ont dépassé jusqu'à la ville de Yaroslavl, qui abrite la raffinerie de Yaroslavl, juste ici. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes en Russie. La capacité annuelle de raffinage de pétrole est d'environ 15 millions de tonnes. Et ici, vous pouvez voir exactement où elles ont explosé. Cela a également été géolocalisé. Quelques-uns sont allés vers les réservoirs de carburant, mais l'un d'eux a également touché la tour de distillation. Regardez, encore le missile de défense aérienne ici. Et les incendies faisaient rage toute la nuit, et les habitants filmaient depuis différents endroits. Nous recevons beaucoup de vidéos de ces raffineries car elles sont souvent situées près des grandes villes russes. Parfois elles se trouvent même dans ces villes puisqu'elles emploient beaucoup de travailleurs. On parle de milliers de personnes qui travaillent dans ces raffineries. Donc elles ne sont pas éloignées des villes. Elles occupent dans ces grandes villes comme Yaroslav et tous les habitants de Yaroslav nous envoient ces belles vidéos. 4,6% de la capacité totale de raffinage de pétrole de la Russie est en train de brûler ici même. Une frappe de drone ukrainien a visé la raffinerie Yaroslav Nefto Orgzintis. Essayez de le dire. Yaroslav Nefto Orgzintis. En tant qu'Américain, Allemand ou Canadien. Essayez de dire ça. Une unité de distillation sous vide du pétrole a pris feu après l'attaque. Eh bien, je me suis un peu penché sur cette attaque. Quelle raffinerie ? Qu'est-ce qui a été exactement touché ? L'unité ILO 84, qui est une tour unité zone de dessalement du pétrole brut et de distillation primaire. Je me suis renseigné. Une entreprise ayant construit cette raffinerie possède une page d'accueil en Russie. Certaines entreprises construisent des raffineries. Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait puisque c'est un grand projet. Ils font une sorte de liste de ce qu'ils ont réalisé ou de leurs projets passés. Et la voici. C'est l'entreprise. Le nom de la raffinerie est Sloveniev Dianos. Vous pouvez voir, elle a été lancée en 2006 et l'entreprise l'a construite. 15 millions de tonnes de capacité de raffinage. Défilons vers le bas. C'est une page web de cette entreprise russe. Je veux savoir précisément ce qui a été touché. Je sais ce qui a été touché, le ILU 84. Qu'est-ce que c'est ? Lisons ensemble, mes amis, il y a aussi des photos. Les Ukrainiens peuvent utiliser la page de cette entreprise, qui a construit cette raffinerie et d'autres en Russie, pour cibler leurs frappes. L'unité principale de raffinage du pétrole ILU 84 a une capacité annuelle de 4 millions de tonnes. C'est une seule unité parmi beaucoup d'autres. Cela a permis la mise hors service des unités de raffinage primaire du pétrole obsolète, AVT1 et AV2D2. La Hightech 84 regroupe des blocs de dessalement électrique des matières premières, de rectification primaire du pétrole et de stabilisation de la distillation secondaire de l'essence. La mise en œuvre du projet a permis à l'entreprise de produire de l'essence respectueuse de l'environnement. C'est amusant quand cela vient de Russie, sur la page d'accueil d'une entreprise russe. De l'essence respectueuse de l'environnement, qui répond à la norme Euro 4. Donc ça a été écrit ici avant la guerre, quand ils essayaient de respecter les normes de l'Union européenne, qui sont vraiment strictes. On n'achète plus ce genre de choses. On n'achète plus de gaz ni de diesel russe. Il n'y a plus que 2 entreprises, 2 pays en Europe qui le font encore. C'est amusant de voir comment ils tentent de respecter cette norme avec leurs raffineries high-tech. Mais nous ne les achetons pas, et la Chine et l'Inde s'en moquent. Respectez aussi les exigences de la réglementation technique pour la production de carburant automobile.
Oui, j'imagine que les opérateurs de drones ukrainiens ont vu ces photos et ont pensé « sympa ce que vous avez construit en 2006 ». Ce serait dommage si ça prenait feu spontanément, tu vois. Ce serait dommage si un soldat russe fumait négligemment, à côté. Mes amis, saviez-vous que j'ai écrit un livre? J'ai en fait écrit ce livre pour vous. 8 Missions in Ukraine, 8 collectes de fonds auxquelles vous avez participé et fait des dons. Ces écussons derrière moi représentent diverses collectes de fonds. Beaucoup d'entre vous ont contribué à ces collectes, mais 8 missions avec les camions et unités sont racontées dans ce livre de manière aventureuse. Allez voir, le lien est en description. Et procurez-vous un exemplaire physique. Ils sont en quantité très limitée maintenant. Le 26 avril, donc hier, était une importante journée de commémoration. C'était le 40e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. 40 ans. Et c'est très lié aujourd'hui parce que cela s'est produit sur le sol ukrainien. Tchernobyl aujourd'hui encore sur le sol ukrainien. Et pourquoi est-ce lié? Eh bien parce que nous voyons comment les autorités russes réagissent aux différentes catastrophes en Russie. Leur réaction est extrêmement similaire à celle qu'ils ont eue lors de Tchernobyl quand cela s'est produit. C'était une catastrophe mondiale massive. Elle a touché presque tous les pays du monde. Et ils ont réagi comme... Ils n'ont même pas réagi du tout. Ils l'ont simplement nié. Et juste pour mettre ça en lumière, en ce moment à Tuapse, n'est-ce pas? C'est vraiment, vraiment grave. C'est du mazout ou du fioul. Cette huile noire épaisse de type bitume est partout sur les plages, sur toutes les côtes de la mer Noire en Russie. C'est une catastrophe environnementale et humanitaire. Et voici ce que les autorités locales de Tuapse envoient aux habitants. Regardez ça. Les informations diffusées par certaines sources concernant la détérioration de l'environnement ne sont pas étayées par des données officielles et ne correspondent pas à la réalité. Les indicateurs de qualité du sol sont conformes aux normes établies. La surveillance se poursuit. Voilà ce qu'ils ont dit. Les autorités locales de Tuapse ont déclaré cela aux Russes qui y vivent. Laissez-moi vous montrer quelles sont, vous savez, ces normes en Russie, d'après lesquelles ils affirment que tout est normal. Regardez ça. Voici la plage à Tuapse. Cette plage est couverte de fioul et de mazout. Et ils ont ici des équipes de bénévoles pour nettoyer tout ça. Ils ont ces cubes à remplir. Ils ramassent simplement le fioul à la pelle dans ces cubes pour essayer de l'évacuer aussi vite que possible. C'est du travail bénévole. C'est vraiment un travail pénible, physique, pour nettoyer tout ça. Et le gouvernement local dit « Oui, tout est normal, ne vous inquiétez pas. Ce gars-là est sur la plage en train de nettoyer le fioul. C'est normal, ce sont les normes qu'on a ici. Parce qu'ils disent que tout est conforme aux normes. J'imagine que ce sont donc les normes. » Regardez, c'est une rivière qui traverse l'un des villages près de Tuapse. Je pense que c'est Tuapse puisqu'il y a des réservoirs de carburant ici. Et cette rivière est complètement recouverte de fioul. D'un bout à l'autre, tout est noir. Et le gouvernement local dit « Regardez cette vidéo. Voilà, eh bien les échantillons de sol sont conformes aux normes. » Je ne sais pas où ils ont prélevé ces échantillons de sol parce qu'ici, il n'y a pas de sol, c'est du fioul pur. C'est fou comme ils mentent à leur propre peuple. Regardez ça, c'est censé être de l'eau, c'est juste du fioul. Et pour la première fois dans l'histoire, le peuple russe reçoit en fait une part du carburant russe, du pétrole russe, qui est une ressource énorme. Ils l'obtiennent ici en ce moment, dans les rivières. Ils ne touchent pas l'argent, seulement le pétrole arrive dans les rivières. Prenez-le si vous voulez. Offert par l'État. Une autre vidéo montrant comment tout est conforme aux normes. Eh bien, regarde les normes, mec. Les rivières sont noires à cause du fioul. Ouais, ce sont de super normes que la Russie a, regarde ça. Je crois que je sais ce qui s'est passé. Tu vois, regarde le sable à gauche et le fioul à droite. Ils ont prélevé l'échantillon de sol dans le sable, pas dans le fioul. Donc, il n'y avait aucune trace de fioul. Ça montrait que tout était conforme aux normes. Ils l'ont prélevé dans le sable. Problème résolu. Nous savons ce qui s'est passé. Tuapse a été frappé il y a plusieurs jours, a brûlé longtemps et fuit désormais du pétrole. Donc cette catastrophe s'est prolongée d'elle-même. Il pleuvait du carburant. Le pétrole est désormais dans l'eau et le sol. Maintenant, la situation s'est calmée. Après un certain temps, les images satellites montrent bien les dégâts. Les incendies sont éteints.
Et on peut voir que, sur cette grande partie des réservoirs de carburant, environ la moitié a brûlé. Je suppose que l'autre moitié a été endommagée. Et c'est l'un des plus grands parcs de stockage de carburant, si vous voulez les appeler ainsi, en Russie. Et la moitié a tout simplement disparu. Et cette tuyauterie, ici aussi, les nœuds, les stations de pompage par exemple, ceux-ci, vous ne pouvez pas les réparer rapidement. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs été produits par des entreprises occidentales au début des années 2010 ou avant. Donc, vous les détruisez. La Russie les réparera, mais cela lui prendra beaucoup de ressources et de temps. Regardons aussi les images satellites du carburant qui s'écoule désormais vers la mer. On l'a vu dans la rivière, sur les plages et maintenant dans la mer. Cette ligne noire juste ici, c'est du fuel, du mazout. Un résidu très épais qui reste après que les gaz, le diesel, l'essence, le kérosène et tout le reste aient été raffinés à partir du pétrole. Il reste le mazout. Et regardons, oui, ici vous pouvez le voir encore mieux. Regardez ça. C'est une fuite massive, elle s'étend sur des kilomètres depuis Tuapse. D'ailleurs, ça fuit toujours. Et voici la vidéo finale d'un des villages près de Tuapse, un peu plus loin. Et eux aussi reçoivent ça. Bonjour à tous. Voici le village Djoumensky. Le mazout est déjà là. Il y en a beaucoup. Et il continue d'arriver. Je pense qu'il faut l'enlever ou un truc du genre. Qui devrions-nous appeler ou déranger ? On ne peut pas appeler les autorités locales parce qu'ils disent que les échantillons de sol sont dans la norme. Qui devrions-nous appeler ? Les Coastbusters ? Qui vas-tu appeler ? Je ne sais pas. Soit on le fait nous-mêmes, ce qu'ils font à Tuapse d'ailleurs. Ce sont des bénévoles et ils se soucient vraiment de l'environnement local parce qu'ils y vont vraiment, avec des pelles pour nettoyer. Respect à eux. Regarde, c'est tout du mazout. Ça sent horrible. On ne peut pas passer de vacances ici. Non, tu ne peux pas. Pas avant qu'on ait tout enlevé. Oui, Tuapse, sur la côte russe de la mer Noire, avec des villes comme Sotchi, Tuapse et Novorossiysk, ce sont toutes des stations balnéaires. Depuis l'époque des tsaristes, tous les Russes de toute la Russie vont sur la côte de la mer Noire et de la mer d'Azov pour y passer leurs vacances. C'est comme une destination de tourisme intérieur. Mais quand les plages sont noires de fioul, toutes ces entreprises qui ne survivent que parce que les touristes de Moscou et de Saint-Pétersbourg viennent là pour acheter des choses chères, ces entreprises font faillite. Donc ça a un impact bien plus grand. Ça va. La saison d'été approche, ce qui touche bien plus que le seul secteur du fioul. C'est une catastrophe. Tout ça, c'est du fioul. Вообще все мазут. Le voilà. On ne sait pas combien il en viendra encore. Donc oui, c'est une catastrophe économique, mais aussi une catastrophe environnementale. C'est une catastrophe à tous les niveaux. Voilà pour ce lundi, mes amis. Je serai de retour pour vous chaque lundi, mercredi et vendredi. Alors abonnez-vous à la chaîne pour être averti quand la prochaine vidéo géniale sortira. Jusqu'à ma prochaine vidéo, allez vous procurer 8 Missions in Ukraine, le livre physique, car il en reste très peu. Slava Ukraini et de revoir.